Alors, vous pensez que c'était où? Par là. Que vous l'avez trouvé où? Par là, par là. Par là. Par là, oui. Vous étiez en train de ramasser des pommes de terre, des patates. J'ai vu quelque chose qui n'était pas normal, alors j'ai mis dans ma poche. Alors, pas normal, comment? Ben non, mais ça t'a pas rond, ça t'a pas une patate. C'est pas une patate normale. Ben non. En fait. Une patate inscrite? Comment il y a le temps? Tu as dit que tu s'étais vers J'avais 16 ans, 16-17 ans, alors... en 46, Ben oui, 47. ouais, par là. 6,47. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais je suis passionnée par la civilisation gréco-romaine. C'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai découvert de toutes petites pierres gravées qu'on appelle des cachets d'oculistes ou des cachets à collyre. Ces toutes petites pierres peuvent paraître insignifiantes, mais leur étude m'a permis de découvrir tout un pan de l'histoire de la médecine romaine des premiers siècles de notre ère. Dans l'Antiquité, les collyres, ils n'étaient pas liquides. Collurion, en grec, ça veut dire petit pain. Donc c'était des petits pains de cette forme-là, à peu près, plus ou moins gros. Voilà, ils ressemblaient à ça. Ça, ce sont des petits pains qui ont été trouvés à Reims. Et donc certains sont estampillés, certains ont été tamponnés à l'aide de ces petites pierres, les cachets à collyre. Donc l'inscription est à l'envers. On faisait une impression. Et c'était directement lisible à l'endroit. On s'est demandé pendant très longtemps à quoi servaient ces petites pierres. On a cru que c'était un message secret qu'un amant envoyait à sa maîtresse. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un nom d'affection oculaire et que c'était des remèdes. Donc c'est une sorte d'ordonnance médicale qui est directement sur le remède. Les petits pains, ils étaient secs et quand on en avait besoin, on en prenait une toute petite partie. On la dissolvait à l'aide d'un excipient, de l'eau, de l'œuf, du vin. On en faisait une petite pâte assez liquide, d'où le nom actuel de collyre. Et puis on se l'appliquait sur l'intérieur de la paupière. Et le collyre était censé soigner une infection oculaire. T-I-A, croque, dial, de Titus Julius Attalus, au safran, à base d'écailles de cuivre. Dans les inscriptions gravées sur les cachets, il y a d'abord le nom d'un praticien, de un tel. Alors c'est peut-être un pharmacologue, peut-être un médecin. Parfois, il y en a qui se qualifient de marchand. Ensuite, on trouve un nom de remède qui est souvent publicitaire, divin, égal à l'or, extraordinaire, vert, parce que la couleur avait une vertu thérapeutique. Et ensuite, un nom d'affection thérapeutique pour telle ou telle affection oculaire. Et parfois, on trouve un mode d'application à appliquer 3 fois, à diluer dans de l'œuf. Donc on trouve une de ces 4 informations, ou les 4. Il n'y a que 347 cachets à collyre actuellement recensés au monde, donc ce sont des pierres extrêmement rares. Et au cabinet des médailles, j'en ai trouvé 46. Donc c'est une collection énorme, ça fait 13% de tous les cachets qui sont au monde. On les trouve dans tout l'Empire romain dans sa plus grande extension. On en trouve de la Grande-Bretagne jusqu'en Roumanie.
Et puis des Pays-Bas jusqu'à l'Afrique du Nord. Donc on en trouve partout, mais on n'en trouve que très rarement, puisque 347, c'est extrêmement rare. C'est le mais... Il faut vraiment que j'aille chez l'oculiste. Est-ce que vous savez comment les cachets sont arrivés au cabinet des médailles? Alors le plus ancien est entré avec la collection Caylus, ou plutôt Caylus l'a donné au cabinet du roi en 1752. Et il est aussi, je crois, un des premiers à essayer de comprendre le véritable usage de ce cachet, puisqu'il raconte qu'auparavant on pense que ce sont des couvercles de boîtes à collyre, et lui comprend que c'est vraiment un cachet fait pour inscrire le collyre. Des collectionneurs passionnés ont acquis des cachets au XIXe siècle. L'un d'eux a scrupuleusement retranscrit toutes les informations qu'il possédait sur les pierres dans des registres aujourd'hui précieusement conservés au cabinet des médailles. Que vous apporte un registre comme celui-ci sur les cachets à collyre? Ça, c'est un registre exceptionnel. Si tous les registres étaient comme ça, on serait heureux, parce que c'est le registre qu'a établi chaque jour de sa vie quasiment Claudius Cot lui-même, avec, au fil des jours, toutes ses acquisitions extrêmement détaillées. Il donne la provenance, trouvée à Bavay, les publications anciennes, publiées par Espérandieu, et c'est justement Espérandieu, qui était le principal collectionneur de l'époque de cachets à collyre, qui l'achète directement à son domicile, à Clamart, pour une somme assez étonnante pour l'époque, 500 francs. Et en plus, on a le relevé des inscriptions. Donc on ne peut pas se tromper, et c'est quand même assez rare. Mais c'est vraiment son livre qu'il tenait au jour le jour. Donc, pour nous, très précieux. Sur les 347 cachets à collyre que j'ai recensés jusqu'à présent, certains ont été perdus, d'autres volés ou même détruits. On peut pourtant retrouver leurs traces dans les archives. Est-ce que tu pourrais me sortir l'enveloppe 160? Alors... Ah oui, il a fait un dessin. Alors ça, c'est un dessin d'Espérandieu. Ça, c'est sûr. À l'écriture. À l'écriture et au dessin, j'y dessinais très bien. Il avait fait tous les dessins de quasiment tous les cachets, je pense. Et c'est plus facile à lire sur une cire que sur un cachet. Oui, c'est l'intérêt d'avoir un positif et de pouvoir travailler dessus quand la cire est bien prise. Hein, parce que parfois, il y a des ratés. D'accord. Et alors les ce qui est dessins qui voilà. sont là, Et alors, ce qui est très amusant, c'est que... Et ça, j'aurais jamais pensé trouver ça ici. Je ne savais pas où étaient ces dessins. Et en fait, ils étaient ici. C'est que là, on a celui-là, par exemple. Certains ont été repris dans la publication finale. Et j'aurais jamais pensé retrouver les dessins d'origine. Celui-là, le cachet, il a été perdu. On a un dessin et on a aussi une empreinte. Donc, si jamais on ne le retrouve pas, on peut pourra reconstituer faire une avec reconstitution virtuelle du cachet. Donc ça permet de garder une mémoire et de pallier l'absence. Et comme c'est la collection Espérandieu, on a plusieurs marqueurs en fait. On a bien sûr la cire qu'on a déjà vue plusieurs fois. On a même, on a utilisé, mais ça c'est rarissime apparemment, la photo. Donc ça on a une photo. Et je crois qu'ici, ça c'est pareil, c'est assez original. En plus de prise de cire, on a ici par exemple un fac-similé. C'est du plâtre, hein. Voilà, c'est le cachet reconstitué dans son entièreté, je dirais. On pourrait parler d'imprimante 3D aujourd'hui, mais après tout, c'est exactement ça. Moi, j'essaye de faire de l'histoire, et puis toi, tu essayes de voir... C'est l'histoire de l'histoire, en fait. C'est l'historiographie au sens strict du terme. Je suis archéologue, mais je fais de l'histoire de l'archéologie. C'est vraiment ça. Et comment on faisait la recherche à cette époque-là. Et je pense qu'il faut garder ça parce que on a les couches archéologiques de la construction du recueil des cachets d'oculistes, et ce qu'on appelle les cachets à collyre, mais c'est vraiment les couches successives de construction des cachets. Donc on a la construction d'une science là.
Comme beaucoup de cachets ont disparu, avoir une pierre en main est toujours un grand moment pour moi. Catherine Lavier m'a rejointe au cabinet des médailles. Je suis fascinée par son travail. Catherine étudie les traces de la vie des objets depuis leur fabrication jusqu'à leur découverte actuelle. Est-ce que tu pourrais me définir, à partir des cachets, un petit peu le travail d'un tracéologue? Eh bien, le tracéologue, comme le nom l'indique, c'est celui qui étudie les traces laissées sur un objet. Alors, ça va être les traces de fabrication, les traces d'usage et les traces d'usure. Donc, à moi de définir la différence entre toutes ces traces pour essayer de retrouver le procédé de fabrication et puis la façon dont ça a été fait par l'artisan. Là, par exemple, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Bon, il y a de l'arrachement, on va dire. Là, intentionnellement, on a voulu enlever de la pierre pour s'en servir d'une façon médicale, peut-être. Est-ce qu'on attribuait, par exemple, une vertu, on va dire, entre guillemets, magique à la pierre et qu'on ait retiré un petit peu de matière pour l'ingérer ou pour la poser sur l'œil, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu essayes de reconstituer des gestes qui ont été faits il y a 2000 ans? C'est toujours un petit peu étonnant, effectivement, de se replacer à ces époques-là, de voir qu'ils ont utilisé des outils, qu'ils ont écrits, qu'ils ont gravés. Et plus on apprend à connaître ces objets, plus on s'approche de ces artisans, finalement. Et c'est toujours un petit peu émouvant parce que quand on a commencé à reconnaître une main, 2 mains, 3 mains, là on s'approche de l'humain. Donc on s'approche vraiment de l'individu. Et si on trouve un gaucher, effectivement, là c'est encore un peu plus émouvant parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ils ne sont pas toujours bien reconnus non plus dans ces époques-là. Donc c'est plutôt très émouvant quand on arrive justement à s'approcher de l'artisan. Les cachets à collier sont des objets rares et fragiles. Comme ils ne sortent presque jamais des réserves, nous préparons un catalogue de représentation 3D. Lorsque ce catalogue sera en ligne, les archéologues, les conservateurs, les chercheurs et le grand public pourront facilement découvrir et étudier les cachets à travers leur image virtuelle. La colline de Fourvière surplombe la ville de Lyon. Je suis née et j'ai grandi à 2 pas du théâtre gallo-romain. C'est aussi ici que j'ai fait des fouilles quand j'étais enfant et adolescente, pendant mes week-ends et mes vacances. Revenir au musée gallo-romain de Lyon, en tant que chercheur, a pour moi une valeur affective. J'ai rendez-vous avec Tony Silvino, l'archéologue qui a découvert le 346e cachet à collier sur les 347 que j'ai recensés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Assiciani Gratiani, ça veut dire de Aulus Sicianus Gratianus. Parigorique, c'est Parigoricum, ça veut dire collier calmant. Et Adimp, ça veut dire pour un accès d'affection oculaire. D'accord. Est-ce que tu peux me dire dans quel contexte tu as trouvé ce cachet? Oui, alors en fait, on est dans le suburbium, c'est-à-dire on est dans la banlieue de l'île du Nôme, de Lyon, donc capitale des Gaules. Et dans ces espaces qui sont en périphérie en fait de la ville antique, on a beaucoup d'espaces funéraires, de nécropoles, de voies, d'aqueducs et de villas. Et ça, c'est pour le Haut-Empire, c'est-à-dire pour le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Et au 4e, donc il y a une révolution dans l'Empire romain, notamment à Lyon. On recycle tous les matériaux du Haut-Empire. Voilà, rien ne se perd. Et dans ce cadre-là, il y a un atelier qui est aménagé sur le site, un atelier pour le recyclage. Donc il recycle un peu de tout, notamment le plomb. Et ensuite, cet atelier a été abandonné, donc dans le second quart du 4e siècle, et a été utilisé comme poubelle. Parce que bon, la gestion des déchets ne se fait pas comme aujourd'hui, on se débarrasse des déchets comme on peut. Et à l'intérieur de ces déchets, on a retrouvé ce cachet.
Donc voilà. Donc maintenant, c'est de savoir, est-ce que ce cachet date du Haut Empire et a été recyclé, ou est-ce que ça date bien du 4e? Est-ce que tu as su tout de suite que c'était un cachet à collier? En fait, au début, bon, on est quand même dans un contexte d'archéologie préventive, donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent sur un site. Et il y a de la terre qui salit l'objet, donc je savais pas trop ce que c'était. Et puis après, 2 heures après, j'ai quand même pris du temps pour le nettoyer, j'ai vu qu'il y avait des inscriptions, notamment à l'envers, et donc j'ai pensé tout de suite à un sceau. Et puis j'avais l'impression de voir des lettres en grec, etc. Qui dit grec dit médecin, médecine, etc. Donc c'est vrai que là, je suis rentré le soir chez moi, et puis j'ai regardé mes quelques bouquins que j'ai, notamment sur la médecine. Et puis du coup, j'ai vu tout de suite que c'était un cachet de collier. Donc voilà, c'est vrai que c'est la première fois que j'en trouve un. C'est très rare. Hein. C'est très rare, et puis en contexte aussi, c'est très intéressant. Ouais, oui, c'est très rare. Ceux qui ont été trouvés souvent au 19e siècle. Et donc c'est très rare d'en avoir un en contexte. Malheureusement, c'est un contexte compliqué. Je suis très étonnée que ce cachet ait été sans doute déposé dans un dépotoir. Parce que ces cachets étaient très précieux. Ils ont été façonnés dans des pierres rares. Chaque cachet est une pièce unique, plus ou moins belle à notre sens. Celui-ci, on pourrait dire qu'il n'est pas de belle facture, mais ils sont très intéressants tous. Celui-ci, par exemple, parce qu'il a un trou de suspension, parce qu'il a sans doute été retaillé, parce qu'il n'est pas parallélépipédique, par son inscription, par la facture de l'inscription, par l'inscription elle-même. Il y a écrit paregoricum, qui signifie collier calmant, et que ce mot, on l'a trouvé dans des textes tardifs. Et c'est la première fois qu'il est attesté sur une pierre, et il n'est attesté que dans 4 textes littéraires, 2 textes latins et 2 textes grecs. Et donc, chaque pierre est unique et très intéressante. Depuis le 19e siècle, les archéologues affirment que la roche dans laquelle les cachets ont été taillés est de la stéatite. Un passage de l'encyclopédie de Pline l'Ancien, du 1er siècle, m'a fait douter de leur interprétation. Les cachets pourraient avoir été taillés dans une roche extraite d'une carrière égyptienne. J'ai partagé mes doutes avec le chimiste Philippe Walter et il a accepté de faire l'analyse minéralogique de certains cachets, notamment de la pierre trouvée à Lyon. A priori, ça semble être la même pierre que celle qu'on a analysée jusqu'à présent au cabinet des médailles. C'est probable, hein. C'est probable. D'après la composition chimique, normalement, oui, c'est à peu près sûr. Et là, on va vérifier par diffraction pour voir un peu les minéraux qui sont présents. C'est-à-dire ces multitudes de substances minérales qui sont caractéristiques de ces schistes qui peuvent exister dans la nature, dans de multiples endroits, et que j'avais eu l'occasion déjà de voir il y a pas mal d'années dans les palettes à phare égyptiennes de l'époque prédynastique, donc qui ont au moins 5000 ans, et qui servaient à préparer les pigments pour se maquiller. Et donc on voit ces mêmes roches. Et ce lien entre ces cachets et puis ces roches montre ce voyage probable en fait, de ces matières et tout leur rôle symbolique. Il me semble bien qu'elles viennent toutes de la même carrière. Donc, avec les connaissances actuelles géologiques que l'on a, hein, c'est très probable en fait que ça vient d'un même gisement dans le désert, à l'est de Luxor, à quelques heures de route. Et on peut trouver ces carrières d'extraction de ces roches vertes, donc on appelle aussi la grauwacke, et qui ont été très largement employées. Et donc ce qui est vraiment passionnant ici, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 5000 ans, ces pierres étaient utilisées sans doute avec un message religieux fort, puisqu'on les retrouve même dans les cimetières. En fouille archéologique, on a eu l'occasion de les retrouver à côté du défunt. Et puis là, on les retrouve dans un autre contexte, de nouveau dans des cimetières, bien sûr, parce que c'est comme ça que l'information nous arrive, mais il y a des médecins, il y a des praticiens pour soigner les yeux. Et donc on arrive à faire un lien sur plus de 3 millénaires, en fait, une tradition complètement unique, et qui démontre, on ne sait pas pourquoi, un usage de cette roche. À cause de sa couleur, à cause de sa dureté, peut-être aussi. On ne sait pas très bien encore toutes les raisons, hein, mais c'est vraiment passionnant de voir cette continuité à travers notre antiquité méditerranéenne, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, hein, et sur des millénaires. Mon intuition tient notamment au fait que la médecine gréco-romaine s'inscrit dans la tradition médico-magique égyptienne.
L'égyptologue Philippe Martinez pourrait confirmer mon hypothèse en examinant les signes gravés sur les cachets. Ouais, on a trouvé un cachet qui, à première vue, n'avait rien du tout. Et puis, on a refait des photos en haute définition. Donc, a priori, il était lisse, si tu veux. D'un seul coup, il nous est apparu un dessin. Voilà. D'accord. Et donc ça, là, par contre, est-ce que ça t'évoque quelque chose sans problème. Ça m'évoque en fait le signe Noub, qui est le signe de l'or. Tu me fais plaisir, là. Voilà. Le signe de l'or. Oui, tout à fait. En fait, c'est un collier. Hein. Donc, si tu veux, tu as le collier lui-même. En fait, tu as les deux éléments pour l'attacher dans le dos. Donc, c'est le une signe, parure voilà. qui se met... Voilà, D'accord. voilà. Et ça se lit Noub. Et à ce moment-là, ce signe-là pourrait être aussi un T. Et à ce moment-là, ça se lirait Noubet, ce qui veut dire l'âne dorée, ce qui est aussi lié à la déesse Hathor, chose comme ça. Donc là, plus loin, doré avec un D majuscule, la déesse dorée. Quoi, en fait. La déesse dorée. Voilà. Et donc ça pourrait aller en ce sens-là. Et donc moi, en tout cas, ce qui m'interpelle par rapport à ces cachets-là, le fait que tu confirmes que en fait tous ceux qui ont pu être analysés, c'est en fait de la Graovaque, c'est la pierre égyptienne du désert de l'Est, c'est qu'en fait c'est une pierre qui est déjà utilisée à l'époque pré-proto-historique pour des palettes qui sont déjà en relation avec du fard. Et le fard, c'est pas simplement du maquillage, hein, comme tu le sais, c'est de la protection contre les maladies des yeux, les maladies oculaires. Donc la question c'est de savoir si on a véritablement une relation entre ces médicaments qui sont liés à l'œil, qui seraient des recettes passées de l'Égypte, ou si, d'une certaine façon, la force symbolique aurait suivi, et donc pourrait être liée, encore une fois, à cette histoire de l'œil d'Horus qu'on soigne, qui est à la fois le soleil, qui est la lune, qui est l'œil qui se vide de son humeur, auquel il faut rapporter cette humeur liquide. Donc en tout cas, je dirais, en Égypte, on a toute cette connotation à la fois mythologique et magique, et à ce moment-là, elle pourrait se retrouver sur les cachets d'époque romaine. Le lien entre l'ophtalmologie égyptienne et l'ophtalmologie romaine se retrouve aussi dans la couleur verte des pierres. Pour les anciens, cette couleur verte avait des vertus thérapeutiques. Presque tous les cachets sont verts. Les anciens n'ont pas la même conception de la couleur que nous. Pour eux, le ton bleu-vert, c'est humide. C'est la couleur de l'eau. Donc les anciens pensaient que les yeux étaient composés d'eau. Et que quand ils fonctionnaient mal, c'était qu'il y avait soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Dans l'Antiquité, on croyait que le simple fait de regarder du verre restaurait l'acuité visuelle. Il suffisait de regarder un cachet, un collier ou des instruments en bronze, un métal qui verdit lorsqu'il s'oxyde. D'ailleurs, Antilos, un médecin du 1er siècle, nous dit qu'on améliore les remèdes pour les yeux en les conservant dans un récipient en bronze. Les fouilles récentes montrent que la majorité des praticiens spécialisés dans le soin des affections oculaires étaient pauvres. Cependant, quelques-uns se sont prodigieusement enrichis. L'un d'eux s'est même fait inhumer avec ses instruments et avec ses colliers. On peut découvrir le contenu de sa tombe au musée gallo-romain d'Este, près de Venise. Grâce à tous ces objets, on a compris qu'il s'agissait probablement de la tombe d'un médecin, probablement d'un ophtalmologiste. La tombe a été découverte en 1884 à 90 cm de profondeur. Sa structure était composée de briques et de tuiles faîtières. À l'intérieur, il y avait un ossuaire en verre qui contenait les ossements du défunt. Ici, on peut voir des outils chirurgicaux. Sur ce présentoir, il y a des bistouris, de petites spatules, des sondes, de petites pinces. Nous voyons ensuite une petite tablette en pierre utilisée pour bien mélanger les onguents. C'est important de comprendre que les Romains possédaient un savoir-faire dans la fabrication de ces outils qui était unique au monde. Et, le meilleur pour la fin, je voudrais vous montrer cette magnifique horloge solaire
qui est sans aucun doute la plus ancienne au monde dans son genre. Nous l'avons ici, à Este. Cette horloge indiquait au médecin qu'il pouvait ou non effectuer telle ou telle opération, à telle ou telle heure de la journée. C'était essentiel compte tenu du fait que les Romains étaient très superstitieux. Un chercheur affirme par exemple que ce médecin se déplaçait avec des garnisons militaires jusqu'aux frontières du royaume romain, au centre de l'Europe. Grâce donc à l'analyse du diagramme et en s'appuyant sur la position des parallèles, il soutient que le diagramme ne se réfère pas à Este, mais au centre de l'Europe. En plus d'être un médecin, il préparait ses médicaments. Il était aussi pharmacien et clairement, en tant que pharmacien, il a dû préparer les collyres pour son propre usage. À mon avis, chaque médecin avait sa propre recette. Et pour prouver l'authenticité du collier, le médecin tamponnait le collier avec son propre cachet pour rassurer celui qui le prenait. Ce coup de tampon du praticien garantissait la provenance et la composition des collyres. Il semble bien prouver que ces petits pains de remède étaient commercialisés dans le monde romain. J'ai donc décidé d'étudier aussi les collyres. Ces collyres antiques sont beaucoup trop fragiles et beaucoup trop rares pour être transportés. La chimiste Marlène Aubin a donc apporté un appareil expérimental à Este pour analyser leur composition sur place. Cet appareil, c'est un appareil portable qui combine à la fois la diffraction des rayons X et la fluorescence des rayons X. Donc ces deux techniques vont me permettre à la fois de connaître les éléments qui sont présents dans mon échantillon et dans quelle structure cristalline ils s'imbriquent. Ces deux colliers, ils portent l'inscription Stactu ad clar. Et moi, j'ai trouvé dans une base de données que ça voudrait dire à base de dérivés du cuivre. Donc finalement, est-ce qu'il y en a? Donc oui, dans les deux, il y a bien du cuivre. Par contre, je ne peux pas encore dire, tant que je n'ai pas traité les données, sous quelle forme est le cuivre, quel est le minéral qui a été utilisé pour fabriquer ce collier. Et ce sont tous des colliers à base de métaux. Donc il y a sûrement une partie organique que je ne peux pas analyser. Mais donc pour la partie minérale, pour le moment, j'ai vu beaucoup de cuivre, en particulier dans les Stactu, ceux qui sont estampillés Stactu. Et je vois aussi du fer, du zinc et souvent du plomb, comme dans les autres analyses des colliers que j'ai pu faire. Le zinc étant toujours très utilisé aujourd'hui en cosmétique pharmaceutique. Et le plomb? On sait que le plomb a des propriétés antiseptiques, en particulier dans les cosmétiques et dans les préparations égyptiennes. Le cuivre, c'est pareil. En fait, on a retrouvé essentiellement une instrumentation en bronze, donc à base de cuivre, puisque c'est aussi antiseptique et ça permettrait un peu d'aseptiser les outils avant l'utilisation. Et après, qu'on le retrouve dans la composition même des médicaments, c'est tout à fait logique. D'accord. Les premiers résultats des analyses chimiques confirment la présence d'ingrédients dérivés des métaux indiqués dans les recettes antiques. À l'université Pierre et Marie Curie, Marlène m'indique les ingrédients d'origine minérale qui entrent dans la composition des collyres d'Este. J'espère qu'ils vont correspondre aux ingrédients mentionnés dans la recette d'un collier transmise au 1er siècle par le médecin Scribonius Largus. Donc ça, c'est le diffractogramme du collier Stactu estampillé à Este. Donc l'identification des pics majoritaires a été assez facile. On observe surtout de la calcite, qui est le composé majoritaire, mais qui pourrait venir simplement des sédiments qui sont rentrés pendant l'enfouissement de la boîte. On voit aussi de la cérusite, donc le carbonate de plomb, qui lui est un ingrédient assez commun dans les colliers que j'ai pu analyser jusqu'à présent. Et on voit également de la cuprite, qui est donc l'oxyde de zinc, qui est aussi communément utilisé dans les colliers. Ensuite, je me suis intéressée à la recette que tu m'as donnée, donc la recette antique de Stactu. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de composés que je ne retrouvais pas dans ce spectre-là.
Du coup, je me suis demandé si ces composés ne pouvaient pas être tous ces petits pics qu'on voit ici, qui n'ont pas encore été identifiés. J'ai zoomé sur cette partie-là, et donc on s'aperçoit qu'il s'agit vraiment de pics et non pas seulement de bruit de fond. Et en étudiant ces petits pics, je me suis aperçue qu'on avait tous les ingrédients qui étaient décrits dans la recette. C'est bien ça. Donc ça marche. Donc ça marche, donc c'est plutôt cohérent avec la recette ancienne. C'est formidable. D'après les textes médicaux antiques, les collyres comportaient aussi des ingrédients d'origine végétale et animale. Les anciens raisonnaient par analogie. Ils croyaient par exemple que le jaune du safran, très lumineux, éclaircissait la vue. Ils croyaient aussi que les organes d'animaux au regard hors norme, comme les lézards, amélioraient l'acuité visuelle. Ces ingrédients d'origine animale ont attiré mon attention sur d'autres petites pierres gravées, des intailles. Ces intailles servaient sans doute d'amulettes contre les affections oculaires et contre le mauvais œil. On a trouvé des intailles, c'est-à-dire des pierres semi-précieuses gravées qui peuvent avoir servi de cachet à collyre parce que elles ont des inscriptions qui évoquent les affections oculaires. Par exemple, sur celle-ci, il y a un lézard. Et le lézard, c'est l'animal qui a un regard fixe, auquel on attribue une grande acuité visuelle. Et il est tourné vers la lune. La lune, c'est la lumière humide dans l'Antiquité, par opposition à la lumière sèche qu'est le soleil. Et il se trouve que ce petit lézard, il est entouré d'un mot qui est écrit en grec. Et ce mot, c'est péra. Ça veut dire transpercé, aveugle. Et dans l'Antiquité, on a des textes qui nous montrent qu'on utilisait les organes des lézards pour soigner les yeux, ou qu'on transperçait les yeux des lézards pour utiliser après le lézard sous forme de poudre et pour restaurer l'acuité visuelle. Et de l'autre côté de cette intaille, il est écrit l'expression canté soulé. Canté, c'est le coin de l'œil, donc par extension l'œil. Et soulé, ça veut dire guéris-toi. Donc c'est une injonction, œil, guéris-toi. Donc j'ai étudié toutes ces petites pierres gravées qui avaient des signes un peu mystérieux. Et ma plus grande surprise, c'est que j'ai fait une conférence un jour à propos d'un cachet qui avait été trouvé par une dame dans un champ de pommes de terre. Et ensuite, il y a eu un article sur la conférence qui est paru dans le journal Ouest France. Et j'ai reçu un mail d'une dame qui avait une pierre à mettre dans l'œil. Une pierre qui s'utilise encore aujourd'hui pour soigner les affections oculaires en Vendée. Et c'est une intaille gréco-romaine. Ça fait 2000 ans qu'on s'en sert. Le souvenir que j'en ai, ça se passait comme ça. On voyait quelqu'un arriver. Ah, c'est encore pour la pierre à mettre dans l'œil. Moi, j'allais chercher mémé qui était dans les champs, ou maman, parce qu'elles prenaient du temps sur leur travail. Donc, quand mémé arrivait, elle allait chercher la pierre dans ce tiroir-là. Ça, c'est le souvenir. D'accord. Dans ce tiroir, elle était dans une petite boîte. Elle sortait la pierre. Et là, elle l'essuyait avec un petit chiffon fin. D'accord. Et la personne qui venait, on l'asseyait quelque part, peu importe, avec un torchon sur les genoux. D'accord. Et puis après, on soulève la paupière et on glisse la pierre avec ce côté gris sur l'œil. D'accord. Et après, elle fait le tour de l'œil. De tout l'œil? Oui, je pense qu'elle va partout dans l'œil. Mais vous ne la voyez plus? Les gens ferment l'œil? Les gens ferment l'œil, ils ferment la paupière, et puis quand la saleté est partie, la pierre tombe. Alors, quelquefois, elle tombe sur le torchon, quelquefois, elle tombait par terre, quelquefois, elle roulait sous l'armoire. Donc, on essayait de mettre ce torchon pour qu'elle tombe sur le torchon, mais quelquefois, la pierre était maligne et elle se sauvait. L'histoire de cette pierre qui soignait toute personne qui avait une saleté dans l'œil, moi j'ai toujours trouvé ça original et merveilleux. Et j'ai dit, mais il y a peut-être une trouvaille ici à chercher. Oui. Et voilà, donc j'ai eu l'idée de vous contacter, mais nous, on a toujours vu une vierge dessus. C'était une vierge, parce que sur les bijoux, souvent c'est des vierges. Moi, j'ai jamais pensé à une déesse, jamais. Mais là, en la grossissant, on voit bien que c'est pas une vierge.
Et puis alors moi je pense que c'est une déesse, une entaille, enfin une pierre antique, gréco-romaine, enfin romaine, puisqu'on est en Vendée. Mais c'est possible. À cause du dessin, en fait. Quand vous m'avez envoyé le dessin, j'ai été stupéfiée là. J'ai ouvert, c'était en mail, j'ai vu ça et je me suis dit bon sang, elle est romaine. Alors moi j'ai tout de suite vu Athéna. Alors j'ai jamais vu une Vierge Marie. J'ai dit, bah oui, c'est pas une vierge. J'ai regardé aussi à la loupe et j'ai bien vu que c'était pas une vierge. Quand j'ai commencé mes recherches, je ne pensais pas que ces toutes petites pierres me feraient découvrir tout un monde. Qu'elles inscriraient la médecine romaine dans la tradition médico-magique égyptienne, qu'elle révélerait que les petits pains de Collyre ont sans doute été les premiers remèdes commercialisés dans le monde gréco-romain. Les cachets à Collyre m'ont même fait découvrir des entailles romaines, encore utilisées pour soigner les yeux au XXIe siècle. Je n'ose imaginer les surprises qu'il me réserve encore.